j'ai découvert que mes parents avaient tout laissé à ma sœur. Alors, j'ai tranquillement arrêté de payer leurs factures, de couvrir leurs médicaments, ou de répondre à chaque appel du genre « Peux-tu nous aider ?» Un mois plus tard, mon père m'a envoyé un texto « L'assurance est due. » Pas de salutation. Pas de remerciement. J'ai répondu par 2 mots, demande-lui. J'avais 34 ans quand j'ai finalement arrêté de répondre aux appels de mon père. Je m'appelle Caleb. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais été le fiable, le fils sur qui l'on peut compter, le dépanneur, le gars qui se retrouvait d'une manière ou d'une autre mêlé à chaque urgence familiale, financière ou autre. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais impliqué jusqu'à ce que je prenne du recul et que je regarde la dernière décennie de ma vie, ce que j'avais dépensé, ce que j'avais sacrifié. Et ce que j'avais silencieusement enduré juste pour maintenir la paix avec une famille qui ne m'a jamais vraiment vu. Je travaille dans l'informatique, principalement en freelance. Et depuis plusieurs années, je m'en sortais assez bien. Pas riche, mais à l'aise. J'avais mon propre appartement, une voiture payée, pas de dette, et un fonds d'urgence décent. Je n'étais pas ostentatoire à ce sujet, cependant. Je ne prenais pas de vacances, ne publiais pas ma vie en ligne, ne parlais pas de travail au dîner de famille. J'étais juste le gars qui se présentait quand quelqu'un avait besoin d'aide pour déménager, ou quand son Wi-Fi cessait de fonctionner, ou quand les médicaments de maman atteignaient 400 $ et qu'ils avaient encore oublié de le budgétiser. C'était moi. Caleb, le plan de secours. Caleb, nous savions que tu répondrais présent. Et puis il y a ma sœur cadette, Belle. Si vous rencontriez Belle en premier, vous la trouveriez charmante, drôle, pétillante, parfaite pour Instagram. Elle a 31 ans et a été sans emploi pendant la majeure partie des 8 dernières années, à moins de compter sa boutique de bougies éphémères sur Etsy qui m'a impliqué d'une manière ou d'une autre dans la construction de son site web et la gestion de tous les remboursements de ses clients. Elle vit toujours dans la maison où nous avons grandi, sans payer de loyer, avec mes parents. Elle conduit une voiture qu'ils lui ont achetée. Elle publie des photos quotidiennes avec des légendes comme Hustlen Grain tout en sirotant des lattes glacées que papa paie. Et pourtant, à chaque réunion de famille, la conversation semble toujours tourner autour d'elle. Ses rêves, ses projets, sa dernière entreprise créative. J'ai cessé d'attendre l'équité de mes parents il y a longtemps. Mais je ne m'attendais jamais à ce qui s'est passé l'été dernier. Tout a commencé par un commentaire anodin. Je m'étais arrêté chez mes parents pour déposer une ordonnance que maman avait terminée plus tôt. Une autre demande de dernière minute du genre « Peux-tu nous aider ?» J'ai tendu le sac, prêt à partir. Puis papa m'a demandé de jeter un œil à son ordinateur portable, une mise à jour ne s'installait pas, rien de grave, mais je me suis dit que je le ferais rapidement et que je partirais. Pendant que j'attendais qu'il redémarre, maman et Belle discutaient dans la pièce voisine, pensant que je ne pouvais pas les entendre. Elle n'aura pas à s'inquiéter pour l'argent une fois que nous serons partis, disait maman, sa voix basse mais claire. La maison, les économies, tout ira à elle. C'est juste. Caleb n'en a pas besoin. Je me suis figé. Je n'ai même pas enregistré le reste de la conversation, juste cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. C'est juste. Je suis resté assis là, abasourdi, pendant que la mise à jour se terminait et que l'écran reprenait vie. J'ai dû bouger comme un robot car je ne me souviens pas avoir dit au revoir. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, le cœur battant à tout rompre. Je n'étais pas contrarié pour l'argent, exactement. Ce n'était pas de la cupidité. C'était quelque chose de plus profond. Comme si chaque moment de silence, de blessure et de négligence s'était finalement mis en place. Toutes ces années à être laide, le fiable, le portefeuille dans lequel il pouvait toujours puiser. Et maintenant, j'étais juste effacé de l'histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de repasser cela dans ma tête, essayant de me convaincre que j'avais peut-être mal entendu. Peut-être qu'il ne le pensait pas de cette façon. Mais au matin, je savais que ce n'était pas une erreur. C'était une confirmation. J'étais le plan de secours, le filet de sécurité financier, celui qui n'avait besoin de rien parce que je n'avais jamais rien demandé. Et cela m'avait rendu invisible. Pourtant, je n'ai rien dit. Pas encore. Je ne les ai pas interpellés ni confrontés. Je suis juste devenu silencieux. La fois suivante où maman m'a demandé de l'aider à réparer la machine à laver, j'ai dit que j'étais occupé. Quand Belle m'a envoyé un texto pour monter son magasin éphémère pour son dernier passe-temps,
des bijoux en coquillage peint, je ne plaisante pas, j'ai lu son message sans répondre. Et quand papa a appelé parce que leur internet était en panne et que Belle avait une réunion en ligne, je n'ai même pas pris la peine d'écouter le message vocal. Une semaine est passée, puis deux. Je n'essayais pas d'être mesquin. J'ai juste arrêté de me proposer. C'était la première fois depuis des années que je fixais une limite. Je pensais qu'il le remarquerait peut-être. Peut-être qu'il demanderait ce qui n'allait pas. Mais au lieu de cela, tout ce que j'ai eu, c'est le silence jusqu'au texto. L'assurance est due. C'était tout. Pas de « Salut Caleb ». Pas de « J'espère que tu vas bien ». Juste une exigence, comme si j'étais leur comptable personnel. J'ai fixé le message pendant un long moment. Le pouce planant au-dessus de l'écran. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu taper une longue explication, déballer tout ce que j'avais gardé pour moi pendant des années. Mais au lieu de cela, j'ai gardé les choses simples. 2 mots, 2 m'ennuis. C'était le début, le changement, le moment où je me suis choisi. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point les choses allaient dégénérer et à quelle vitesse. Parce que lorsque vous retirez la béquille sur laquelle les gens se sont appuyés pendant des années, ils n'essaient pas de se tenir debout. Ils paniquent. Ils se déchaînent. Et dans ma famille, cette panique a pris une forme très spécifique, très laide. Tout a commencé par un appel téléphonique de ma tante et s'est terminé par un dîner de famille que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas répondu à l'appel de tante Laura la première fois. Je l'ai regardé sonner sur mon écran pendant que j'étais assis sur le canapé, sirotant un café tiède et faisant semblant de faire défiler mes emails. Mais quand elle a rappelé 1 heure plus tard, puis a laissé un message vocal, je me suis dit que je devrais au moins écouter ce qu'elle avait à dire. Laura n'a jamais été du genre à se mêler des affaires des autres. C'est la sœur aînée de ma mère. Franche et tranchante comme du verre, mais juste. C'est aussi la seule personne de notre famille qui a toujours vu clair dans le jeu de gentille fille de Belle. Son message vocal était court. Caleb, rappelle-moi. Quelque chose ne va pas. Ton père a beaucoup parlé. C'est à propos de l'argent. Je me souviens m'être redressé comme si j'avais reçu une décharge électrique. Je l'ai rappelé immédiatement. Salut, a-t-elle répondu dès la première sonnerie. Tu vas bien? Oui, ai-je dit, que se passe-t-il? Elle n'a pas perdu de temps. J'étais chez tes parents hier pour déposer ce chauffage d'appoint que ta mère avait demandé. Elle a dit que la chambre de Belle est pleine de courants d'air. Bref, j'arrive et ton père est dans le garage avec Steve et Ernie, buvant des bières et racontant des conneries comme si c'était une soirée poker en 1992. Je savais où cela menait. Mon estomac s'est noué. Il commence à se plaindre de l'ingratitude des enfants de nos jours. Dis que tu as tourné le dos à la famille et que tu ne lèves plus le petit doigt pour aider. J'ai serré la mâchoire. Bien sûr, il l'avait fait. Puis, a-t-elle poursuivi, son ton changeant, il dit quelque chose qui m'a donné envie de lui jeter le chauffage à la figure. Il dit, heureusement que nous avons fait le bon choix avec Belle. Au moins, nous aurons un enfant qui prendra soin de nous quand nous ne serons plus là au point. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Tu vas bien? A-t-elle demandé doucement. J'ai dégluti difficilement. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien, a-t-elle claqué. Caleb, tu te plies en 4 pour eux depuis combien de temps maintenant? 10 ans. Et c'est comme ça qu'ils parlent de toi à la seconde où tu arrêtes de financer leur style de vie. C'était le mot, financer. Comme si j'étais un compte bancaire avec un nom. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment d'avoir été giflé dans une pièce pleine de gens sans que personne n'intervienne. Ce week-end-là, je suis allé dans les montagnes juste pour la journée. J'avais besoin d'espace, de silence. J'ai parcouru un sentier que je faisais quand j'étais plus jeune, avant que la vie ne se complique, avant que je ne sois le responsable. Je me suis assis au belvédère et j'ai juste pensé à tout. Les vacances que j'ai passées seul parce que Belle avait besoin d'une attention supplémentaire pendant ses ruptures. Les factures que j'ai couvertes lorsque les quotes-parts de maman sont devenues trop élevées. L'ordinateur portable que j'ai acheté à papa il y a 2 Noëls. Le même que j'avais réparé quand j'ai surpris la conversation qui a déclenché tout cela. J'ai pensé à la fois où j'ai prêté $2000 à Belle quand elle a prétendu avoir enfin décroché un emploi dans une start-up de marketing qui s'est avéré être un système pyramidal.
Elle ne m'a jamais remboursé. Je n'ai jamais demandé. Je pensais que cela aurait ruiné la paix. Mais la paix, j'ai réalisé, s'était toujours faite à mes dépens. Les choses ont rapidement dégénéré après ça. D'abord, il y a eu le texto de groupe. C'était un long paragraphe de maman envoyé à moi, papa, Belle et ma tante Marie, qui ne répond jamais à rien. Quoi qu'il en soit, cela se lisait comme une dissertation forcée. La famille, c'est le soutien et l'amour, pas l'argent. Nous comprenons que Caleb a besoin d'espace, mais nous sommes une unité, et nous nous sommes toujours soutenus les uns les autres. Nous ne devrions pas avoir à rappeler à quiconque les sacrifices que nous avons faits en tant que parents. C'est tout ce que je dirais. Cette dernière ligne, la cerise passive-agressive sur le gâteau, m'a fait faire les 100 pas dans mon salon. Les sacrifices qu'ils ont faits. Je n'ai pas répondu, mais Belle l'a fait. Merci, maman. Certains d'entre nous comprennent ce que signifie réellement la famille, cœur rouge. J'ai failli rire. Presque. La semaine suivante, papa a envoyé un autre texto. Juste 3 mots cette fois. Besoin argent course. Pas de ponctuation. Pas de s'il vous plaît. J'ai répondu par 4 mots. Demande à ta préférée. 10 minutes plus tard, Belle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé, puis encore. J'ai finalement décroché au 4e appel. Quel est ton putain de problème? A-t-elle lancé, sautant toute salutation. Tu es égoïste et puéril. Et honnêtement, c'est embarrassant. Je n'ai pas haussé la voix. J'étais trop fatigué pour ça. Embarrassant pour qui? Pour maman et papa. Pour nous tous. Tu penses que tu prouves quelque chose? Tout ce que tu fais, c'est abandonner les gens qui t'ont élevé. J'ai expiré lentement. Les mêmes personnes qui t'ont tout laissé dans mon dos. Silence, puis un ricanement. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Tu as entendu ça? Tu agis sérieusement comme si ça avait de l'importance. Ça a de l'importance, ai-je dit. Ça a de l'importance que j'ai passé des années à les soutenir et qu'ils aient décidé que je n'avais pas besoin de faire partie de leur avenir. Tu n'en as pas besoin, a-t-elle explosé. Tu vas bien. Tu as un travail, un appartement et une voiture. Je suis encore en train de me lancer. Tu es en train de te lancer depuis 8 ans. Clic. Elle a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Du vrai papier de ma mère. À l'intérieur, il y avait une carte avec l'image d'un lac à l'aquarelle et les mots « La famille », c'est tout imprimé sur le devant. Elle avait écrit à l'intérieur « J'aimerais que tu te souviennes de ce que ta grand-mère disait toujours. Peu importe où tu vas, le sang reste le sang. Tu ne peux pas simplement t'en aller. Nous t'aimons. S'il te plaît, pense à ce que tu nous fais. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance, juste de la culpabilité enveloppée dans de l'encre pastel. Cela aurait été comique si cela n'avait pas fait si mal. Mais le vrai point de rupture n'est pas venu avant la nuit du dîner surprise. J'ai de nouveau reçu un appel de tante Laura. Ils organisent un dîner dimanche soir, a-t-elle dit. Ils prétendent que c'est juste pour la famille proche, mais ton nom a été mentionné. Ils ont dit que tu serais probablement trop occupé pour venir et que c'était aussi bien comme ça. Cela m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Je n'ai rien dit. Mais ce dimanche-là, vers 6 heures, je suis quand même passé en voiture. Je ne suis pas entré. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, les phares éteints, le moteur en marche, juste pour voir. L'allée était pleine, la Jeep de mon cousin Nat, la Civic blanche de Belle, même le minivan de tante Marie. J'ai regardé par la fenêtre tout le monde se rassembler autour de la table à manger. Ma place, celle que je prenais toujours au dîner de famille, était occupée. Belle était assise là, riant comme si elle était la maîtresse des lieux. Mes parents avaient l'air détendus, contents. Je n'étais même pas une pensée. Et pourtant, je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas, car plus tôt cette semaine-là, j'avais eu une conversation de mon côté, dont je n'avais parlé à personne, avec leur avocat. Vous voyez, ce que mes parents ne savaient pas, c'est que lorsque je les ai aidés à refinancer leur maison il y a 5 ans. Oui, ça aussi. J'étais devenu co-signataire sur certains documents à des fins fiscales, par commodité.
C'est moi qui avais passé les appels téléphoniques, qui avait rempli les formulaires. Mon nom était resté sur certains de ces papiers, et cela incluait certains droits qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Je n'ai rien fait. Pas encore. Mais assis dans cette voiture, à les regarder trinquer autour d'une table que je mettais autrefois pour eux, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Pas par dépit, mais par clarté. Ils l'ont choisi. Ils ont fait ce choix il y a longtemps. Et j'avais finalement fait le mien. La vraie surprise. Ce dîner n'était pas juste pour le plaisir. C'était une annonce. Et je n'ai découvert ce qu'il prévoyait que parce que Belle, dans son arrogance infinie, a décidé de poster une photo. Elle, souriante entre maman et papa, avec la légende, tellement excitée de commencer le prochain chapitre. J'ai hâte de vous en dire plus bientôt. J'ai fixé la publication. Puis j'ai cliqué sur enregistrer parce que je savais ce que cela signifiait. Et j'avais le sentiment que ce qu'il s'apprêtait à partager nécessiterait une réponse à laquelle il ne s'attendrait pas. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit de ce dîner. Il y avait quelque chose dans le fait de voir cette publication. Belle, rayonnante, les bras autour de nos deux parents, comme si elle avait déjà hérité du trône. Cela a brisé quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé être si fragile. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. C'était la partie étrange. Je me sentais juste vide, comme si j'avais fait le deuil d'une version de ma famille qui n'avait jamais vraiment existé. Je n'arrêtais pas de me dire que je devrais être habitué à cela maintenant. Le favoritisme, le mépris, l'attente silencieuse que je serais toujours là en arrière-plan pour nettoyer les dégâts de tout le monde. Mais quelque chose à propos de cette photo, de cette légende stupide, tellement excité de commencer le prochain chapitre, a rendu tout cela définitif, comme si une porte s'était refermée derrière moi, et je n'avais même pas remarqué le déclic. Et pour la première fois depuis des années, je ne voulais pas la rouvrir. La semaine suivante, je me suis replié sur moi-même. J'ai arrêté de vérifier leurs textos, arrêté de faire défiler le fil d'actualité de Belle, rempli de bougies, de cristaux et de brunch. J'ai désactivé complètement Facebook. Je savais que si je continuais à regarder, je continuerais à souffrir. Et franchement, j'en avais assez de saigner pour des gens qui ne remarquaient même pas que j'étais blessé. Ce n'était pas une purge dramatique. Je n'ai pas jeté mon téléphone dans un lac ni annoncé quoi que ce soit au monde. Je me suis juste déconnecté, tranquillement, complètement. Mais l'isolement a une drôle de façon de raisonner. Au début, c'était paisible. Puis, c'est devenu bruyant. Sans le bruit constant du chaos familial, je me suis retrouvé seul avec mes propres pensées. Et cela m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. À quel point une grande partie de mon identité avait été construite autour du fait d'être utile à des gens qui me voyaient comme pratique plutôt que comme quelqu'un dont on se souciait. J'ai réalisé que je n'avais pas tant construit une vie pour moi-même que j'en avais construit une autour des autres. Et maintenant que cet échafaudage était parti, il me restait une étrange coquille vide. La première semaine a été difficile. J'allais au travail mais parlais à peine aux clients au-delà du nécessaire. J'ignorais les appels de mes amis, refusais les invitations, laissais les courses dans le sac toute la nuit plus d'une fois. Mon appartement est devenu désordonné. Je suis devenu désordonné. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. Il pleuvait. Le genre de pluie qui tombe de côté, martelant vos fenêtres comme si elle essayait de trouver un moyen d'entrer. J'étais assis par terre dans mon salon, le dos contre le canapé, l'ordinateur portable fermé, le téléphone face contre terre. Je me suis soudain souvenu que c'était l'anniversaire de maman ce jour-là. Je n'avais pas appelé, même pas un texto. La culpabilité pesait lourdement sur ma poitrine, familière et écœurante. Puis je me suis souvenu de quelque chose d'il y a des années, sa fête pour ses 60 ans. Celle que j'avais organisée. J'avais loué le restaurant, payé la compte, coordonné avec la boulangerie, et même acheté son genre de rose blanche préféré. Et ce soir-là, une fois la fête terminée, Belle en a reçu tout le mérite. Belle a choisi un thème si mignon, s'extasier maman auprès de ses amis. Je me souviens être resté à côté du gâteau, tenant une pile d'assiettes sales. En écoutant cela, je me souviens n'avoir rien dit. Cette nuit-là, assis dans le noir tandis que la pluie rugissait dehors, j'ai murmuré à voix haute, « Tu ne leur dois rien. » Et je le pensais. Le lendemain matin, j'ai commencé à reconstruire. Je n'ai rien fait de drastique.
Je n'ai pas réservé un voyage en solo en Islande ou commencé à écrire un journal au bord d'une falaise à l'aube. J'ai juste commencé à prendre ma propre vie au sérieux, un morceau à la fois. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble. Pas seulement un coup de chiffon en surface, mais une purge complète. De vieux reçus, des piles usées, des chaussettes dépareillées, des photos délavées que je ne voulais plus regarder. J'ai tout mis dans une boîte et je l'ai conduite à la décharge. Puis je suis resté là, sur le parking, à regarder cette boîte disparaître dans la chute à déchets. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai expiré complètement. Ce soir-là, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la liste que j'avais écrite des années auparavant, des projets que je commencerais si j'avais un jour le temps. Je l'avais faite en 2020 pendant le confinement. La plupart étaient des chimères. Quelques-unes étaient des idées d'entreprise. L'une d'elles a attiré mon attention, un service d'abonnement de support technique pour les personnes âgées, en particulier les personnes qui n'ont pas grandi avec des ordinateurs. Je l'avais appelé Kindling dans le document. J'ai souri, juste un peu. Le lendemain, j'ai acheté le nom de domaine. J'ai commencé petit. J'ai contacté 2 de mes anciens clients, tous 2 des personnes âgées que j'avais aidées avec des choses techniques de base auparavant, et leur ai demandé s'ils seraient intéressés par des suivis mensuels, de l'aide pour leurs appareils, des alertes aux arnaques, tout ça. Ils ont tous les 2 dit oui immédiatement. Alors, j'ai mis en place un système de planification, rédigé une trousse de bienvenue et commencé à contacter d'autres personnes. En 1 mois, j'avais 10 clients. En 2, j'en avais 30. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas viral, mais c'était à moi. À moi d'une manière que rien de ce que j'avais fait pour ma famille ne l'avait jamais été. Et ça faisait du bien. Je détestais le marketing, mais maintenant je publiais sur LinkedIn, je contactais les centres communautaires locaux, offrant des ateliers gratuits sur la façon de ne pas se faire arnaquer en ligne. J'ai même fait un dépliant, imprimé 100 exemplaires, et les ai déposés dans les bibliothèques, les cabinets médicaux et les maisons de retraite. Le bouche à oreille s'est répandu plus vite que je ne l'attendais. Les gens appréciaient la patience, l'absence de jargon. Ils me faisaient confiance. Je ne m'étais pas senti aussi confiant depuis des années. Au printemps, j'avais officiellement enregistré l'entreprise en tant que LLC. J'ai embauché un assistant à temps partiel, externalisé la refonte du site web à une étudiante en design que j'avais rencontrée lors d'un atelier. Elle était enthousiaste, intelligente, et insistait pour m'appeler Monsieur Caleb, ce qui me donnait l'impression d'avoir 60 ans, mais je ne l'ai pas corrigé. Quelque part en cours de route, mon appartement a commencé à ressembler davantage à un foyer. J'ai acheté de nouveaux rideaux, encadré quelques œuvres d'art, et même installé un petit jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre. J'ai invité 2 amis à dîner, des amis que j'avais évités pendant ma déprime, et ils ont tous les 2 commenté à quel point je semblais différent. Plus léger, a dit l'un d'eux. Comme si tu respirais enfin. Et c'était le cas. Mais cela ne signifiait pas que j'avais oublié. La blessure était toujours là, juste recouverte d'une croûte. Et de temps en temps, elle s'enflammait. Comme le jour où j'ai découvert ce qu'était réellement la grande annonce de Bell. Je ne la suivais pas sur les réseaux sociaux, mais une de mes clientes, une femme adorable nommée Dolores, en a parlé lors d'un appel technique. Vous avez dit que votre sœur s'appelait Belle, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, regardant par-dessus ses lunettes. Est-ce celle qui fait cette émission de style de vie en ligne? J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a cette petite web-série, Routed Radiance ou quelque chose comme ça. C'est apparu dans mon fil YouTube. Que des bougies, des soins personnels et des histoires sur la guérison de son enfant intérieur. Cela me semblait familier. J'ai cherché après notre appel et bien sûr, elle était là. Routed Radiance avec Belle. Épisode 1, briser les traumatismes générationnels, même si cela signifie couper les ponts avec les personnes toxiques. J'ai regardé exactement 3 minutes, juste assez pour l'entendre dire d'une voix douce et soufflée, parfois, se choisir soi-même signifie s'éloigner des personnes qui attendent trop et donnent trop peu. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas y croire. Elle racontait mon histoire, mais inversée. Elle s'était présentée comme l'héroïne blessée, celle qui s'était courageusement éloignée d'un frère qui exigeait trop, qui ne respectait pas ses limites. Qui, tenez-vous bien, utilisait l'argent comme une arme pour contrôler la dynamique familiale. J'aurais dû être furieux. Au lieu de cela,
j'ai pris une capture d'écran. Puis, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai intitulé Épreuve. Non par dépit, mais parce que j'avais le sentiment que j'en aurais besoin un jour. Et ce jour n'était pas loin. Car un mois plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat. Pas le mien, le leur. Salut, Caleb. C'est Marc Féfé. J'appelle au nom de vos parents, James et Denise. Il était poli, prudent, a dit qu'il avait examiné leurs documents de succession et qu'il y avait certaines choses qui nécessitaient des éclaircissements concernant les accords de propriété passés et les contributions financières. Il m'a demandé si j'avais le temps de venir pour une réunion. J'ai accepté calmement, même si mon pouce accélérait, car je savais ce qu'ils essayaient de faire. Ils réécrivaient le passé et ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà commencé à écrire ma propre version de l'avenir. Quand je suis entré dans le bureau de Marc Féfé, j'ai eu l'impression d'entrer dans une négociation que je n'avais pas demandée. Mais pour laquelle je m'étais préparé toute ma vie sans le savoir. Son bureau était tout en bois poli, avec des œuvres d'art de bon goût et neutres, et des fauteuils en cuir, assez rigides pour vous rappeler que ce n'était pas censé être confortable. Il m'a offert de l'eau, que j'ai refusée, et m'a indiqué le siège en face de son bureau. Je l'ai pris, posant le mince dossier noir que j'avais apporté avec moi, ma propre collection de documents, tranquillement sur mes genoux. Il a joint ses mains. Merci d'être venu, Caleb. Je sais que c'est un peu inattendu. J'ai hoché la tête une fois. Vous avez dit qu'il y avait des problèmes de succession. Il a esquissé un sourire prudent. Un de ces sourires d'avocat censés vous mettre à l'aise, mais qui vous donne surtout envie de vérifier votre portefeuille. Vos parents mettent à jour certains éléments de leur plan successoral. Ils ont récemment révisé leur testament et, au cours de ce processus, quelques détails des années précédentes sont apparus. Des choses que nous voulions clarifier avant de tout finaliser. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'il parle le premier. Les avocats aiment combler les silences. C'est un risque du métier. Comme prévu, il a continué. Plus précisément, il y a quelques transactions financières datant d'environ 5 ans, lorsque l'hypothèque a été refinancée. À cette époque, je crois comprendre que vous étiez co-signataire. Correct, ai-je dit, et il semble que dans cet arrangement, on vous ait brièvement accordé ce que nous appellerions un intérêt conditionnel dans la propriété. C'était temporaire, bien sûr, mais les registres de titres de cette année-là vous mentionnent comme copropriétaire. C'est exact, ai-je répété, ouvrant mon dossier maintenant, posant une copie du document de titre pertinent sur son bureau. Mon nom est toujours enregistré auprès du comté. Il n'a jamais été retiré. Marc a hésité. Cela l'a déstabilisé. Il a pris la page, l'a parcouru du regard et a hoché la tête lentement. Oui, c'est ce que nous avons trouvé dans nos recherches. Nous espérions simplement formaliser sa libération. Vos parents supposaient que cela avait été réglé. Ce ne fut pas le cas, ai-je dit calmement. Et je n'ai jamais rien signé qui renonçait à cet intérêt. S'ils veulent transférer la pleine propriété ailleurs, disons à ma sœur, par exemple, je dois donner mon accord. Il a esquissé un autre sourire d'avocat. Celui-ci plus tendu. Bien sûr, ce n'est qu'une formalité. Je me suis adossé à ma chaise. Bien sûr, mais si ce n'est qu'une formalité, je suppose qu'il n'y a pas d'urgence. Il a marqué une nouvelle pause, puis a dit prudemment, ils espéraient résoudre cela avant que la maison ne soit officiellement transférée. C'était ça. La vraie raison, le dîner, la légende, le nouveau chapitre. Il donnait la maison à Belle. C'était symbolique, mais aussi stratégique. La maison était maintenant entièrement payée, en grande partie grâce à mes années de contributions silencieuses pendant la période de refinancement. La transférer maintenant réduirait les complications futures de la succession, faciliterait la conservation de la maison par Belle, et j'étais le dernier fil qui dépassait, un fil qu'il ne pensait pas capable de tout faire s'effondrer. J'ai souri pour la première fois. Eh bien, s'ils veulent ma signature, j'aurai aussi besoin de quelques petites choses. Marc a cligné des yeux. Comme par exemple, un remboursement rétroactif pour les frais de clôture que j'ai couverts lors du refinancement, plus l'impôt foncier que j'ai payé pendant 2 ans par la suite. J'ai les reçus. J'ai placé une deuxième feuille sur son bureau, puis une troisième. Et pendant que nous y sommes, tous les documents dans lesquels mes parents ont certifié que j'étais un co-contributeur financier à la propriété. J'aimerais que ceci soit inclus dans le dossier de succession,
juste par sécurité. Il avait l'air légèrement paniqué maintenant. Cela pourrait compliquer le projet de succession actuel. Alors ils devront décider si cela vaut le prix de la maison, ai-je dit en me levant. Merci pour l'offre d'eau. Je l'ai laissé regarder les papiers. Sur le chemin du retour, j'ai mis la musique plus fort que d'habitude. Pas de la musique en colère, pas de la musique triste, quelque chose avec des tambours et du mouvement, quelque chose qui me donnait l'impression que le sol sous mes pieds était enfin le mien. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de réagir et commencé à planifier. La première étape a été discrète. J'ai contacté une de mes amies, Becca, qui travaillait en droit immobilier. Nous nous connaissions depuis l'université, et bien que nous ne soyons plus proches, nous nous envoyions encore de temps en temps un joyeux anniversaire ou un texto « As-tu vu ce même ?» Je lui ai dit que j'avais besoin de conseils. Elle m'a dit qu'elle me devait de toute façon une faveur pour avoir aidé ses parents avec la configuration de leur Smart TV par FaceTime. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son bureau. J'ai tout déballé, le titre de propriété, les registres fiscaux, les reçus de refinancement. Elle a tout scanné avec un sifflement lent et impressionné. « Tu as en gros une trace écrite qui montre que tu possèdes un tiers de cette maison », a-t-elle dit. « Seulement un tiers ? Eh bien, techniquement, si ton nom était sur l'acte pendant le refinancement et que tu as contribué à des coûts directement liés à l'entretien de l'actif. Oui, tu as un dossier solide pour une participation partielle, surtout s'il n'y a rien de signé qui dise le contraire. » J'ai siroté mon café. Bon à savoir. Elle m'a regardé. « Tu ne vas pas forcer une vente ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? » J'ai secoué la tête. « Non, je ne veux pas de la maison. »« Alors, que veux-tu ? » Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je n'étais pas tout à fait sûr. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'agissait même pas de la maison. Il s'agissait du principe, du fait que j'avais été traité comme un distributeur automatique pendant des années, pour être ensuite exclu de tout dès que j'ai arrêté de me vider pour eux. Et maintenant, ils voulaient que je sois silencieux, obéissant, coopératif. J'en avais fini avec ça. Je veux qu'ils réalisent que je ne suis pas jetable, ai-je finalement dit. Becca a hoché la tête. Alors ne le sois pas. L'étape suivante consistait à rassembler des alliés. Cela a commencé avec tante Laura. Je l'ai invitée à déjeuner, non pas à notre restaurant habituel, mais dans un petit bistrot du centre-ville où je savais que nous ne croiserions personne de notre connaissance. Je lui ai tout raconté, le titre de propriété, l'appel de l'avocat, l'émission web de Belle. Elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à la toute fin. Puis elle s'est penchée en avant, m'a regardé fixement et a dit « Tu as tout à fait le droit de faire ce que tu fais, mais ne te contente pas de jouer la défense. Fais un geste. » Quel genre de geste ? Elle a souri. Le genre qui leur rappelle qui a maintenu ce toit au-dessus de leur tête pendant que leur préféré jouait à l'entrepreneur sur Instagram. Une semaine plus tard, j'ai déposé un avis d'intérêt auprès du bureau du greffier du comté. C'était une manœuvre juridique discrète, juste une déclaration formelle de ma créance financière sur la propriété. Rien de dramatique, pas de procès, pas de menace d'expulsion, juste un petit drapeau discret sur le dossier de la maison qui signifiait que personne ne pouvait la vendre, la refinancer ou la transférer sans d'abord régler ma part. Je savais que mes parents le découvriraient tôt ou tard. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. 3 jours plus tard, maman s'est présentée à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Pas depuis la dernière fois où j'avais livré une de ses ordonnances et l'avais surprise en train de planifier mon exclusion du testament. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, pas physiquement, juste plus petite, comme quelqu'un qui avait été protégé par des illusions et se tenait maintenant à la lumière du jour. « Caleb » a-t-elle dit, comme si c'était à la fois une question et une accusation. J'ai ouvert la porte plus grand mais ne me suis pas écarté. « Je ne suis pas ici pour me disputer » a-t-elle dit rapidement. « Je veux juste comprendre pourquoi tu rends les choses si compliquées. » J'ai failli rire. « Vous pensez que c'est compliqué ? Tu aurais pu simplement nous parler » a-t-elle dit. « Je l'ai fait » ai-je répondu. « Vous n'avez tout simplement pas écouté. » Elle a cligné des yeux, décontenancée. « Nous avons donné la maison à Belle parce qu'elle a besoin de stabilité » a-t-elle dit. « Toi, tu t'en sors bien. » Vous ne savez même pas ce que je fais, ai-je dit. Vous ne demandez jamais. Vous supposez simplement. Il y a eu une pause.
Puis elle a dit doucement. Tu as toujours été le plus fort. Non, ai-je dit, j'ai juste toujours été le plus silencieux. Ce n'est pas la même chose. Elle n'a pas répondu. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je lui ai dit de parler à son avocat. Puis j'ai fermé la porte. Ce soir-là, j'ai imprimé le dernier rapport de facturation des clients pour Kinlin. 64 clients actifs, 2 assistants à temps partiel, un partenariat communautaire avec un centre local pour personnes âgées. J'ai glissé le rapport dans mon dossier, juste à côté des documents de titre, des reçus d'impôts fonciers, des captures d'écran de l'émission de Bell, parce que ce n'était pas une vengeance par rage. C'était une partie d'échecs, et je venais de déplacer ma reine. Laissez-moi commencer par dire ceci. La vengeance n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, c'est une combustion lente et méticuleuse, silencieuse, mesurée, presque gracieuse dans son déroulement. La mienne n'a pas été bruyante. Elle n'a pas impliqué de confrontation publique ni de dispute à travers une table de dîner. Non, ma vengeance s'est jouée par des signatures discrètes, des appels téléphoniques polis et le lent dénouement d'un faux récit. Elle a été patiente, chirurgicale, et elle a fonctionné. Après la visite inattendue de maman, les choses se sont calmées. J'ai pensé qu'ils se regroupaient peut-être. Peut-être que Belle tournait un autre épisode de Rooted Radiance, où elle raconterait en larmes à ses téléspectateurs la masculinité toxique dans la famille, ou comment certaines personnes ne donnent de l'amour qu'avec des conditions. Mais pendant 3 semaines, je n'ai rien entendu. Pas un appel, pas un texto, pas un même passif-agressif posté sur mon fil d'actualité. Juste le silence. Puis est arrivée la lettre. Elle est arrivée un jeudi, une enveloppe à l'allure officielle avec mon nom soigneusement tapé sur le devant. À l'intérieur se trouvait une proposition formelle rédigée par Marc Féfé, leur avocat. Elle décrivait les conditions pour libérer mon intérêt dans la maison. En échange, ils offraient un geste de bonne volonté, un chèque de $6 000. Ils l'ont présenté comme un compromis, un règlement équitable pour votre brève implication financière dans la propriété. J'ai ri en lisant ça. 6 000. 6 000 pour 10 ans à couvrir les urgences, les courses, les médicaments, Internet, les réparations et les frais de refinancement. 6 000 pour avoir été le filet de sécurité qu'ils ont coupé dès que c'était pratique. Je n'ai même pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Becca. Elle a examiné la lettre, a gloussé et a dit, prêt à rendre ça formel ? J'ai hoché la tête. Nous avons rédigé une contre-offre, non pas par colère, non pas avec des menaces, juste des faits. Elle a joint une ventilation détaillée et complète de mes contributions financières à la maison au cours de la dernière décennie, avec reçus et relevés bancaires à l'appui. Le total était plus proche de $38 000. Elle a également cité la loi de l'État sur l'intérêt équitable dans une propriété à titre conjoint. Et plus important encore, elle a inclus ma demande, non pas de l'argent, mais un privilège. C'est exact, un privilège légalement enregistré sur la maison. Pas pour forcer une vente, pas pour expulser qui que ce soit, juste pour garantir que chaque fois que la maison serait refinancée, transférée ou vendue, que ce soit l'année prochaine ou dans 10 ans, j'obtiendrai ma part, avec intérêt. Nous l'avons envoyé à Marc, en recommandé, bien sûr. Cette fois, la réponse est venue rapidement. 2 jours plus tard, Belle s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas répondu au début, je l'ai juste observée à travers le Judas. Elle faisait les 100 pas, ses lunettes de soleil surdimensionnées glissant sur son nez, son téléphone à la main comme si elle s'apprêtait à diffuser la confrontation en direct. Quand j'ai finalement ouvert la porte, elle n'a pas attendu que je parle. « Tu es en train de tout gâcher » a-t-elle sifflé. « Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour ça ?» J'ai haussé un sourcil. « Travailler ?» Elle m'a ignoré. La maison est censée être à moi. J'ai déjà investi dans des rénovations. J'y filme du contenu. J'ai des contrats en attente. Des marques veulent sponsoriser la transformation de la cuisine. Tu ne peux pas simplement arriver et y coller un privilège comme si on te devait quelque chose. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. On me doit quelque chose. Tu fais ça pour blesser maman et papa. Non, je fais ça pour me protéger. La maison ne t'a jamais intéressé avant. Tu n'en voulais même pas. Et je n'en veux toujours pas, ai-je dit. Je veux ce qui est juste. C'est tout. Elle m'a fixé, respirant fort,
comme si elle ne pouvait pas croire que je ne reculais pas. Tu n'es pas la victime ici, Caleb. J'ai lentement hoché la tête. Non, je ne le suis pas. J'étais le volontaire, mais plus maintenant. Elle s'est retournée et est partie en trombe sans un autre mot. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Le privilège a tout changé. Soudain, Belle ne pouvait plus obtenir ses contrats de marque. Les sponsors se sont retirés. Elle n'a pas pu faire approuver le transfert d'assurance, et tout futur prêt sur valeur domiciliaire était désormais lié à une charge légale, qu'elle ne pouvait pas contourner. Elle publiait des vidéos filtrées dans la cuisine avec des légendes comme juste en train de manifester à travers le bruit étourdissant, mais je pouvais voir les fissures. Finalement, un de ses abonnés m'a identifié dans les commentaires. Vous êtes le frère, n'est-ce pas? Tout ça prend tellement plus de sens maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pendant ce temps, mes parents ont essayé une nouvelle tactique. Marc a de nouveau appelé, poliment, m'informant que James et Denise reconsidéraient la structure de la succession. Il m'a invité à une réunion, cette fois avec toutes les parties présentes. J'ai accepté, non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que je voulais tourner la page. Nous nous sommes de nouveau rencontrés dans le bureau de Marc. Mes parents étaient assis raidement d'un côté de la table. Belle était notoirement absente. Elle avait probablement réalisé qu'elle était un handicap dans ces situations. Becca est venue avec moi cette fois, non seulement pour un soutien juridique, mais pour l'équilibre. Je savais que je serais tenté de retomber dans mes vieilles habitudes, de leur trouver des excuses, de minimiser. La voir là m'a permis de rester concentré. La réunion a été civile. Marc a expliqué que le testament avait été ajusté pour m'inclure à nouveau, modestement, mais officiellement, une partie des économies, une clause sur la division équitable de la propriété. Ils avaient également accepté de régler le privilège maintenant, offrant un paiement forfaitaire de 32 000 $. Toujours moins que ce qui m'était dû, mais assez proche pour signaler qu'ils prenaient cela au sérieux. Puis maman a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a parlé. Nous ne voulions pas te faire de mal, a-t-elle dit. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. J'ai croisé son regard. Je n'avais pas besoin de vous. J'avais besoin que vous me respectiez. Elle a cligné des yeux, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de réel vaciller là. Pas de la culpabilité, exactement, mais peut-être le début de celle-ci. Papa n'a pas dit grand-chose. Il avait l'air fatigué, plus petit que dans mon souvenir. C'était étrange de le voir comme ça. Moins une figure de contrôle et plus juste un homme. Imparfait, vieillissant, incertain. J'ai signé les papiers, accepté le règlement, retiré le privilège, puis je suis parti. Les retombées avec Belle ont été plus lentes. Sans la maison comme studio garanti, son contenu a perdu de son éclat. Ses partenariats de marque se sont taris. Elle a posté une vidéo en larmes sur la trahison familiale qui a suscité beaucoup de sympathie, mais pas de nouveaux contrats. Finalement, elle s'est tournée vers autre chose. Le coaching énergétique, je crois. La dernière fois que j'ai vérifié, elle faisait des directs Instagram depuis sa voiture. J'ai arrêté de vérifier après ça. Kinlin a grandi plus vite que je ne l'attendais. À la fin de l'année, j'avais plus de 100 clients actifs et une liste d'attente. J'ai déménagé dans un petit bureau en centre-ville, engagé Becca à temps partiel comme conseillère juridique générale, et recruté 2 autres assistants. J'ai même lancé une chaîne YouTube, conseils techniques de base pour les seniors. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste moi, ma voix, un fond propre, et un flux constant de personnes me remerciant d'expliquer les choses d'une manière qui avait du sens. À Thanksgiving, j'ai organisé mon propre dîner, invité des amis, quelques clients. Tante Laura a apporté des tartes. Nous avons ri, joué de la musique, mangé jusqu'à ce que nous soyons trop pleins pour bouger. Je n'ai pas pensé une seule fois à l'ancienne maison. À Noël, j'ai reçu une carte de mes parents. Juste une carte. Pas de chèque, pas de demande, pas de culpabilité. À l'intérieur, un simple message. Nous espérons que tu vas bien. Nous sommes fiers de ce que tu as construit. Je n'ai pas pleuré, mais je suis resté assis avec cette carte pendant un long moment. Je n'ai pas répondu, et je n'en avais pas besoin, car j'avais déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire, mais pas avec des mots. Avec des limites, avec le silence,
avec l'acte calme et constant de me choisir, pour une fois. Finalement, et pour toujours.